Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons cette semaine Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes et membre du CRHIA, et Éric Noël, professeur en histoire moderne à l'Université des Antilles. Alors cette semaine, on va parler d'une catégorie de population très particulière au sein des sociétés esclavagistes, les libres de couleur. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous avons édité un ouvrage, Aux Anneaux de la mémoire. Bernard, je vous laisse nous présenter cet ouvrage rapidement. Alors nous avons déjà évoqué lors d'une précédente émission l'importance de la population des libres de couleur lorsque nous avons parlé de Saint-Domingue, de l'actuel Haïti. Et je signale à nos auditeurs que le prochain numéro des Cahiers des Anneaux de la mémoire, le numéro 17, qui sera édité au mois de mars de cette année 2017, sera intitulé donc Couleur et liberté dans l'espace colonial français. Ce cahier reprend l'essentiel des communications qui avaient été présentées à l'occasion d'un colloque organisé à l'Université des Antilles, pôle de la Martinique, à Schœlcher, au mois de mai 2016. Colloque que le professeur Éric Noël avait organisé. Et je signale d'ailleurs que Éric a coordonné cet ouvrage et en a rédigé l'introduction scientifique. Tout à fait. Alors Éric Noël, on est ravis de vous retrouver. Merci, moi aussi. Donc aujourd'hui, sur la thématique des libres de couleur, déjà d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce terme ? Est-ce que c'est un terme juridique, officiel, un terme familier ? De quand date-t-il ? Alors vous avez dit tout à la fois, effectivement, parce que libre de couleur, d'abord, n'est pas un mot, c'est une expression, et on peut trouver l'un et l'autre terme, libre, couleur, sans qu'il soit forcément associé. Alors, l'idée même de cette liberté n'émerge qu'à partir du moment où elle est reconnue, c'est-à-dire à partir du Code noir de 1685, il y a les derniers articles qui ouvrent une petite fenêtre pour la liberté de ceux qui, esclaves précédemment, pourraient se retrouver affranchis, et c'est donc d'abord le premier terme qu'on a rencontré, et qui, par la voie du métissage, pouvaient aussi peut-être accéder à la liberté si le père y consentait, puisque le droit, pour reprendre cette idée du droit, était très importante au sens où c'est la mère qui donnait le statut à l'enfant. Comme bien souvent le père était blanc et la mère était noire, on comprend très vite qu'il y avait davantage dans les unions de ce type des enfants esclaves. D'où justement, dès cette époque, l'émergence d'une catégorie de gens qu'on appellera ultérieurement libres de couleur. Cela apparaît très très progressivement. On les considère d'ailleurs dans les textes de la fin du XVIIe comme des pauvres gens quelque part, issus d'une situation complexe, issus du péché aussi, qui pouvait être mal perçu à ce niveau, et en même temps qui avait cette possibilité d'être libre, comme on l'a indiqué. Alors, le groupe émerge en filigrane dans les années 1720 véritablement, lorsque on a le nombre d'une part, et aussi la reconnaissance par des pères quelquefois, de leur enfant naturel, auquel ils peuvent attribuer un peu de terre, un peu de quoi survivre, ce qui fait que l'émergence souvent économique et sociale des libres de couleur est passée par le café. Au sens où dans les années 1720, c'est la nouvelle production qui devient secondaire après le sucre aux Antilles, et ils n'exigent pas la même main-d'œuvre, ils s'accommodent de terres dans les mornes, accidentées, plus pauvres, et en fin de compte, le café qui est devenu l'apanage des petits blancs, pas besoin de préciser que ce ne sont pas les grands colons des plaines sucrières, eh bien, le café qui a été l'apanage des petits blancs a été aussi la voie de sortie par le haut de beaucoup de libres de couleur. Une très bonne thèse a été faite sur cette question du café à la Martinique il y a 2 ans par Marie Hardy, qui justement a retracé l'histoire du café qui était à faire de la fin du XVIIe siècle au XIXe siècle et qui montre cet aspect. Donc, à partir de ce moment, on a une catégorie qui émerge à part entière à la Martinique et qui va, après, même dans le meilleur des cas, pouvoir toucher un peu à la production du sucre. On a un cas exemplaire qui a été celui de la famille Larcher. Et ce sont des gens qu'on appelle, autant que les libres de couleur, les grands mulâtres. Et ils représentent une catégorie qui a même au-delà du café pu acquérir une plantation de sucre à la toute fin du XVIIIe siècle. Jessica Pierre-Louis a fait un travail autour de cette émergence des presque blancs, puisque souvent, de faire en degré de métissage, on aboutit à peu les en distinguer, si ce n'est juridiquement. Donc le terme libre de couleur était déjà un terme utilisé à l'époque. Tout à fait.
Vous avez évoqué les degrés de métissage, Éric Noël. On sait qu'un auteur bien connu, qui s'appelle Moreau de Saint-Méry, a cherché un peu à théoriser ces différents degrés de métissage. Est-ce que vous pouvez, sans entrer dans les différentes catégories, parce que je crois qu'il y en a énormément, mais nous en dire un peu plus? Oui, alors il faut évoquer effectivement Moreau de Saint-Méry. D'abord parce que Moreau de Saint-Méry est martiniquais. Il est issu d'une famille blanche, pas des plus argentées. Il a fait des études de droit, c'est un juriste avant tout. Mais il a fait sa carrière à Saint-Domingue, où il a fini donc, au-delà de son rôle d'avocat, par être membre du Conseil souverain à la veille de la Révolution française. Et il est surtout connu par cet immense ouvrage, ces Constitutions de Saint-Domingue, qui sont une énorme compilation de tous les textes de droit sécrétés depuis le Code noir dans les Antilles et qui ont en fait été autant d'entorses au Code noir, des compléments dans le sens plutôt d'une aggravation que dans le sens d'une amélioration, qui était légalement possible d'une certaine façon, puisque tout cela a été avalisé par les conseils souverains, les conseils supérieurs comme on les appelle dans les îles, et du coup tous ces conseils ont digéré un certain nombre d'éléments qui aggravaient la situation des Noirs et des gens de couleur libres. Alors c'est passé par des lois somptuaires, l'interdiction de porter les armes, ces gens pouvaient être dangereux s'ils animaient des révoltes contre les Blancs, etc. Et tout cela aggrave leurs conditions jusqu'à la Révolution. Alors ce Moreau de Saint-Méry en question est allé jusqu'à désigner les gens de couleur en fonction des croisements au fil des générations et pour aboutir à quelque chose de très complexe. Alors à l'échelle des îles, d'une façon globale, d'un parent noir et d'un parent blanc naît le mulâtre, là le terme vaut pour tous, mais ensuite, si on suit sa déclinaison, du mulâtre et du blanc naît le carteron. Ce terme est valable à la Saint-Domingue, pour désigner celui qui est donc un quart noir seulement. Mais en revanche, à la Martinique, on ne dit pas carteron, on dit mestif ou métis. Et c'est à la génération suivante seulement qu'à la Martinique, on emploie le terme carteron, qui en réalité ne désigne plus qu'un huitième de sang noir. Et ce terme a un équivalent à Saint-Domingue, qui est justement celui de métis ou d'octavon. Je ne vais pas vous perdre plus loin dans ces déambulations, mais tout pour vous dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement complexe qui correspond en réalité à un souci de toujours éloigner l'homme de couleur, même très légèrement métissé, du blanc. Ça signifie simplement qu'il ne sera jamais un blanc. Et pourquoi ? Il y a derrière tout cela une volonté politique. Donner les mêmes droits aux libres de couleur qu'aux blancs, ce serait permettre derrière eux à tous ceux qui, de couleur au sens large, et même noirs, finiraient par accéder aux mêmes droits et renverser le système politique qui était en place jusqu'à présent. One of these days, and it won't be long, you're gonna look for me, and I'll be gone. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Noël. Alors on parle des libres de couleur, on parle des différences juridiques et administratives. Et quelles conséquences cela a-t-il sur le quotidien, sur les activités des personnes que l'on nomme libres de couleur ? Alors cela a eu évidemment pour première conséquence des frustrations terribles pour les libres de couleur qui, tout en ayant la puissance économique, tout en ayant une dimension sociale, puisque ces libres de couleur, à partir du moment où ils devenaient eux-mêmes habitants, c'est-à-dire planteurs, en café, voire même en sucre, avaient des esclaves. Alors, sans entrer dans un schéma comme à Saint-Domingue où un Julien Raymond a pu avoir jusqu'à 270 esclaves, on a tout de même plusieurs dizaines d'esclaves qui appartenaient à des maîtres libres de couleur. Deux grandes familles à la Martinique, j'en avais évoqué une tout à l'heure, les Larcher, avec la descendance de couleur de Barthélemy Larcher qui venait de métropole, avec une femme de couleur dont il a eu plusieurs garçons et qui ont tous été bien établis.
Les filles ont même été mariées pour l'une d'elles dans la noblesse, mais très vite reparties en métropole. Cette situation était intenable dans les îles, très compliquée. L'autre cas de figure très intéressant, c'est celui de Jean Viellité. Alors Jean Viellité, dont le nom est bien connu des Martiniquais encore aujourd'hui, puisqu'on a une entreprise litée qui joue un rôle important dans l'agroalimentaire, eh bien ce Jean Viellité a été habitant à la veille de la Révolution. Il est probablement carteron, alors j'allais dire au sens domingois du terme, c'est-à-dire un quart de sang noir seulement, donc aux 3/4 blanc, possédait même des habitations du côté de Sainte-Lucie et également donc à la Martinique. Et il tente de jouer un rôle politique, mais contre toute attente, il n'a pas été un partisan de l'émancipation. Et c'est pour ça qu'on en a parlé longtemps si peu. C'est la situation de certains libres de couleur qui, à partir du moment où ils étaient propriétaires ayant même des esclaves, ne souhaitaient pas le renversement du système établi. Il est le premier député de couleur au moment de la Révolution et il a été contre l'abolition de l'esclavage. Et il n'est donc pas resté aussi célèbre que d'autres frères de couleur de Saint-Domingue qui, eux, ont été en ce sens. Voilà, donc en un mot, vous voyez, vous avez une situation qui est assez complexe, faite de crispation et d'intérêts contradictoires. Tout en étant de couleur, ne pas épouser les mêmes idéaux que ceux qui étaient noirs parce que soi-même on a accédé économiquement, socialement à la situation du blanc. Éric Noël, vous avez dirigé une thèse de doctorat qui a été mise en place par Jessica Pierre-Louis et soutenue il y a quelque temps. Elle portait, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la famille Larcher. Peut-on dire que cette famille Larcher a réussi à obtenir, au-delà d'une reconnaissance économique, une reconnaissance politique ? Alors, effectivement, Jessica Pierre-Louis, je tiens à le souligner, a soutenu il y a 2 ans, en 2015, une thèse de doctorat sur ceux qu'on pourrait appeler d'une façon générale les presque blancs, c'est-à-dire ceux qui, à partir du moment où la couleur n'est plus visible, où la trace de la couleur noire n'est plus visible, n'en restent pas moins juridiquement gênés par ce statut qui leur empêche d'accéder à tous les avantages. Et justement, Jessica Pierre-Louis a fait, dans la prolongation de sa thèse, un travail sur cette famille Larcher, qui est extrêmement complexe parce qu'elle a eu de multiples branches, notamment une branche blanche qui a cherché à mettre la main sur les biens de la branche de couleur. Et c'est ce qui a été le drame de la famille. C'est un combat entre les 2 branches pour justement que l'une puisse profiter des biens de l'autre. Alors, les conséquences, elles sont d'abord visibles dans les actes d'état civil ancien comme dans les actes notariés, où ils perdent avec l'aggravation des droits des libres de couleur leur possibilité d'avoir les épithètes de respectabilité. Ils ne sont plus sieurs à la toute fin du XVIIIe siècle, elles ne sont plus demoiselles. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Et en fin de compte, par la suite, comme il n'y a pas eu d'abolition, cette situation a perduré au fil du XIXe et du XXe siècle. Les Larcher sont aujourd'hui une famille qui existe encore à la Martinique, qui joue un rôle important, et même politiquement, il y a un député, il y a un maire du Diamant, il y a un sénateur qui s'appelle Larcher, qui sont issus de cette famille. Merci pour ces précisions. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les libres de couleur, donc c'est un statut vraiment différent, que la liberté finalement n'est pas complètement acquise et qu'on n'est jamais vraiment blanc. Tout à fait. Voilà. Merci Éric Noël, merci Bernard Michon pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine où on va parler cette fois des gens de couleur au XVIIIe siècle en France métropolitaine. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous suivent. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.